Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le sujet de l'attestation de salaire en accident de travail, maladie professionnelle, avec un focus sur les primes. Voici le sommaire de cette présentation. Nous commencerons par un rappel sur le dernier jour de travail et les éléments de salaire de référence à déclarer. Nous verrons également le salaire de base, les primes et rappels de salaire, ainsi que la notion de perte de salaire à déclarer. Nous examinerons la composition d'une reconstitution de l'attestation de salaire et nous terminerons par l'envoi d'un signalement en DSN avec un rappel sur nos contacts. Nous allons donc démarrer notre sujet avec le dernier jour de travail et les éléments de salaire de référence à déclarer. Pourquoi un dernier jour travaillé? Lorsque vous transmettez une attestation de salaire, vous devez nous indiquer la date du dernier jour de travail. Cette date est très importante car elle détermine le point de départ de la période de référence pour étudier les droits, le calcul du montant de l'indemnité journalière et la date du début de l'indemnisation. Et nous vous rappelons également que toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par l'assurance maladie. Un rappel sur le dernier jour de travail à indiquer sur une attestation de salaire en accident du travail et maladie professionnelle. Dans le cas numéro 1, vous avez un salarié qui a eu un accident de travail le 12 juin, qui entraîne un arrêt de travail immédiat. Le salarié nous fournit un certificat médical daté du jour de l'accident du travail. Vous devez nous fournir une attestation de salaire en accident du travail avec un dernier jour de travail au 12 juin. Dans le cas du numéro 2, vous avez un salarié qui a eu un accident du travail le 12 juin, mais qui n'entraîne pas un arrêt de travail immédiat. Il retravaille le 12 et le 13 juin. Finalement, le salarié a un nouvel arrêt de travail à partir du 14 juin. Vous devez donc nous fournir une attestation de salaire en accident du travail avec un dernier jour de travail au 13 juin. Donc, la règle de la date du dernier jour de travail à déclarer sur une attestation de salaire en accident du travail est celle du jour de l'accident. L'exception est quand l'accident du travail n'entraîne pas d'arrêt de travail immédiat. Et lorsque vous transmettez une attestation de salaire en maladie pour un paiement provisoire, vous devez indiquer le même dernier jour de travail que celui que vous avez noté sur votre attestation de salaire en accident du travail. Le salaire de référence peut se composer de 3 parties. Afin que l'on puisse procéder à une indemnisation conforme, il est important de bien déclarer le salaire de base et accessoire de salaire de la période de référence qui apparaît dans le cadre A de l'attestation de salaire. Ce salaire de base correspond au salaire brut du mois précédent le dernier jour de travail pour les salariés mensualisés. Par exemple, un dernier jour de travail indiqué au 15 juin, le salaire de base sera le montant du salaire brut soumis aux cotisations sécurité sociale du mois de mai. Par contre, si le dernier jour de travail indiqué est le dernier jour du mois de salaire de base sera le mois en cours. Par exemple, le dernier jour de travail indiqué est le 30 juin, le salaire de base sera le salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale du mois de juin. Pour les salariés en activité discontinue, ce salaire de base correspond au salaire brut des 12 mois précédant le dernier jour de travail. Les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Cela apparaît dans le cadre B de l'attestation de salaire. Ce montant correspond aux primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Et enfin, la perte de salaire lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée. Elle apparaît dans le cadre C de l'attestation de salaire et elle correspond à la perte de salaire subie suite à une absence autorisée pendant la période de référence qui est indiquée dans le cadre A. Maintenant, rentrons dans le détail. Nous abordons donc le salaire de référence.
Il est, comme nous l'avons vu, composé de 3 éléments. En premier, le salaire de base. Afin de mieux comprendre, nous allons suivre un exemple tout au long de cette présentation. Votre salarié a eu un accident de travail le 15 juin, avec un arrêt de travail débutant le 15 juin, le jour de l'accident. Le dernier jour de travail à indiquer est donc le 15 juin. Le salaire de base sera donc mai 2024. En tant qu'employeur, vous allez donc déclarer le salaire de mai 2024. Vous allez indiquer le salaire brut soumis à cotisation de la sécurité sociale. Ce salaire comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. C'est sur cet élément que j'attire votre attention dans le cadre d'une attestation de salaire en accident de travail, le montant indiqué et le montant lié à l'activité du mois de référence, alors que pour un arrêt maladie, c'est le salaire perçu pendant la période de référence. Donc, en accident du travail, le salaire brut comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence, c'est-à-dire le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence et éventuellement des primes mensuelles versées dans la période de référence, comme par exemple l'assiduité, l'habillage, etc. Ce sont des primes indiquées dans le contrat de travail qui sont versées tous les mois. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que ce salaire est le salaire brut à l'activité du mois de référence. On indique ce montant brut et on indique également la part salariale de 21% de ce montant. Alors, nous vous donnons un exemple avec un bulletin de salaire des éléments à reporter, c'est-à-dire la ligne accident du travail, maladie professionnelle. Et nous vous rappelons que vous devez nous indiquer un mois de salaire brut soumis à cotisation accident du travail si le salarié est mensualisé, ou 12 mois si le salarié est en activité discontinue. Voilà donc pour le salaire de base, la première partie du salaire de référence. Nous allons maintenant passer au sujet des primes et rappels de salaire. C'est la partie B de l'attestation de salaire que vous devrez saisir en second, qui est dans la deuxième partie, salaire de référence sur Net Entreprise. Nous reprenons donc notre fil conducteur. Nous avons toujours notre accident du travail au 15 juin, avec un arrêt de travail débutant le 15 juin, et une période de référence donc de mai 2024. Donc notre période pour laquelle vous devez indiquer les primes et accessoires de salaire sera les 13 mois précédant le dernier jour de travail, donc du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Vous devez indiquer toutes les primes et rappels de salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale, accident du travail, susceptibles d'être prises en compte, car elles ne sont pas toutes prises en compte, nous allons le voir après, et versées avec une périodicité différente de celle du salaire de base, c'est-à-dire celle versée pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Par exemple, un 13e mois, un 14e mois, une prime de fin d'année ou un rappel de salaire suite à une augmentation. On vient indiquer le montant brut de ces primes et la part salariale à déduire du montant qui équivaut à 21%. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut déclarer toutes les primes et rappels de salaire versés sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Dans notre exemple, un dernier jour de travail au 15 juin, la périodicité sera donc du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Cela soit plus clair avec notre exemple. Cet employeur nous déclare 3 types de primes qui sont bien versées dans la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Une prime avec un versement le 30 juin 2023, bien comprise dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail, soit du 1er mai 2023 au 31 mai 2024.
Une autre prime avec un versement le 30 novembre 2023, donc bien comprise dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail, soit du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Et une troisième prime versée le 31 mars 2024, bien comprise dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail, soit du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Il indique les périodes de référence de ces primes, les montants de ces primes, ainsi que la part salariale de 21% à déduire. Pour essayer de comprendre la prise en compte des primes, nous allons vous donner certaines définitions. Tout d'abord, la date de versement de la prime. Il s'agit de la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime. Par exemple, la date du virement. Cette date est déterminante pour la prise en compte de la prime. Il ne faut pas confondre avec la période de référence de la prime. Là, il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime versée. Par exemple, une prime versée le 1er janvier 2024 pour la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, il y a la période de report. Et c'est à partir de ça que va être calculée par l'assurance maladie la prise en compte ou non de la prime. On va voir un peu plus tard quel calcul réalise l'assurance maladie pour cela. Et enfin, il y a la proratisation de la prime qui est calculée par l'assurance maladie. Vous devez déclarer le montant brut de cette prime et nous calculons cette proratisation en fonction de la période de référence de cette prime. Alors, deux exemples. Pour une prime annuelle de 1 200 €, on reportera le montant de 100 €, soit 1 200 € divisé par 12. Pour une prime semestrielle de 300 €, on reportera le montant de 50 €, soit 300 € divisé par 6. Les deux périodes de report et proratisation sont calculées par l'assurance maladie. Si vous avez un doute, vous indiquez toutes les primes et rappels de salaire susceptibles d'être prises en compte et c'est la caisse primaire qui retiendra les primes à prendre en compte. Mieux comprendre la période de report, c'est souvent une question que vous nous posez sur le fait que certaines primes sont prises en compte et d'autres non. Cette diapo est très importante, hein. La période de report, elle est calculée par l'assurance maladie en fonction de sa date de versement. On va rechercher si la prime est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte. Alors, je donne un exemple. Ma prime est versée le 31/12/2023 et elle correspond à une période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle est donc bien versée, ma prime, pendant la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, puisqu'elle est versée le 31 décembre 2023. Dans ce cas, l'assurance maladie va déterminer sa période de report le premier jour du mois de versement. Dans notre exemple, l'assurance maladie va donc démarrer sa période de report au 1er décembre 2023, puisque le mois de versement de la prime est décembre. Et comme c'est une prime annuelle, nous allons donc établir cette période de report pour une année à compter du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Donc, une prime versée pendant la période de référence, on fait démarrer la période de report le premier jour du mois de versement. Si la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, donc dans notre exemple, une prime versée le 3 janvier 2024, pour une période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle est donc bien versée en dehors de la période de référence. Dans ce cas, la période de report va démarrer le premier jour du mois civil suivant la date de versement. Donc la prime ayant été versée le 3 janvier 2024, nous démarrons cette période de report au premier jour du mois civil suivant, c'est-à-dire date de versement au 1er février 2024. Et comme c'est une prime sur 12 mois, cette période de report ira donc du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Donc, pour mieux comprendre la période de report, il faut déjà se poser la question de savoir si la prime est versée dans la période de référence ou en dehors de la période de référence.
Alors, nous allons maintenant vous expliquer dans quel cas nous prenons en compte une prime et dans quel cas nous ne la prenons pas. Nous suivons toujours notre exemple du dernier jour de travail au 15 juin pour un arrêt en accident du travail débutant le 15 juin. Donc, vous avez un salaire de base de mai 2024 et une période d'étude des primes et rappels de salaire versés sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail, soit dans notre exemple du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Sur cet exemple, on va étudier que des primes versées pendant la période de référence. Donc, rappelez-vous, si la prime est versée pendant la période de référence, la période de report démarre le premier jour du mois de versement. Donc, on vous donne 3 exemples. Notre employeur a versé 3 primes pendant la période de référence. Ces 3 primes ont toutes été versées pendant la période donc, du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, qui correspond donc à la période de référence. La prime versée le 30 juin 2023 a bien été versée pendant la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. C'est une prime qui est semestrielle. Ensuite, une prime versée le 30 novembre 2023 qui a bien été versée pendant la période de référence, donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Et enfin, une prime versée le 31 mars qui a bien été versée pendant la période de référence du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. C'est une prime qui est trimestrielle. Ce sont donc toutes des primes versées pendant la période de référence, donc dans notre exemple, du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Et nous avons le montant des primes que vous devez indiquer en tant qu'employeur. Nous venons donc vous expliquer la saisie que vous devez réaliser en tant qu'employeur. Maintenant, nous allons vous expliquer comment l'assurance maladie détermine si cette prime va être prise en compte et quel calcul sera effectué. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que si la prime est versée pendant la période de référence, la période de report démarre le premier jour du mois de versement. Donc pour la première prime, la période de versement étant le 30 juin 2023, la période de report débutera donc le premier jour du mois de versement, donc le 1er juin. Comme c'est une prime semestrielle, la période de report sera donc du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, soit 6 mois. Et la question que nous devons nous poser à chaque fois est: est-ce que le mois de référence, dans notre exemple, le mois de mai 2024, est inclus dans la période de report? Donc, est-ce que le mois de mai 2024 est inclus dans la période de report du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023? Eh bien, nous voyons donc que non, il n'est pas inclus. Cette prime ne sera pas prise en compte par l'assurance maladie. En revanche, pour la prime versée le 30 novembre, la période de report ira donc du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Donc, est-ce que le mois de mai 2024 est inclus dans la période de report du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024? Eh bien, nous voyons que oui, il est inclus. Cette prime sera donc prise en compte par l'assurance maladie. Même chose pour ce troisième exemple. Versé le 31 mars 2024, la période de report débutera donc le 1er mars 2024, et ce pour 3 mois, donc du 1er mars 2024 au 31 mai 2024. Et la question que nous devons nous poser à chaque fois est: est-ce que le mois de référence, dans notre exemple le mois de mai 2024, est inclus dans la période de report? Donc, est-ce que le mois de mai est inclus dans la période de report du 1er mars 2024 au 31 mai 2024? Eh bien, nous voyons que oui, il est inclus. Cette période sera donc prise en compte par l'assurance maladie. Maintenant, nous abordons le cas des primes qui ne sont pas versées dans la période de référence. Nous avons vu que pour une prime versée en dehors de la période de référence, la période de report démarre le premier jour du mois suivant la date de versement. Toujours dans notre exemple, du dernier jour de travail au 15 juin, avec notre salaire de mai 2024 et une période des primes et rappels de salaire versés sur les 13 mois
précédant le dernier jour de travail, donc du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Toutes les primes que vous voyez ont été versées en dehors de la période de référence. Une prime qui a été versée le 5 mai 2023 pour la période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Cette prime versée le 5 mai 2023 est bien en dehors de la période de référence. Une prime qui a été versée le 5 octobre 2023 pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. Cette prime est bien versée en dehors de la période de référence. Une autre prime versée le 5 janvier 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Cette prime sera versée le 5 janvier, elle est donc bien en dehors de la période de référence. Et enfin, une prime versée le 5 mai 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024. Cette prime versée le 5 mai est bien en dehors de la période de référence. Donc, pour les primes versées en dehors de la période de référence, la période de report démarre le jour du mois suivant la date de versement. Donc, dans notre exemple, la prime versée le 5 mai 2023. La période de report va donc démarrer le 1er juin 2023. Comme cette prime est annuelle, la période de report ira donc du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Ma question est toujours la même. Mon salaire de référence de mai 2024 fait-il partie de cette période de report? On voit bien que le mois de mai 2024 fait bien partie de la période de report allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Cette prime sera donc reportable. À l'inverse, pour la prime versée le 5 octobre 2023, la période de report va donc démarrer le 1er novembre 2023. Comme cette prime est semestrielle, la période de report ira donc du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. La question est toujours la même. Mon salaire de référence de mai 2024 fait-il partie de cette période de report? On voit bien que le mois de mai 2024 ne fait pas partie de la période de report du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Cette prime ne sera donc pas reportable. Une prime versée le 5 janvier 2024. Comme cette prime est annuelle, la période de report ira donc du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. La question est toujours la même. Mon salaire de référence de mai 2024 fait-il partie de cette période de report? On voit bien que le salaire de mai 2024 fait partie de la période de report du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Cette prime sera donc reportable. Et un dernier exemple d'une prime versée le 5 mai 2024. La période de report va donc démarrer le 1er juin 2024. Comme cette prime a une période de référence de 4 mois, la période de report ira donc du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024. La question est toujours la même. Mon salaire de référence de mai 2024 fait-il partie de cette période de report? On voit bien que le mois de mai ne fait pas partie de la période de report allant du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024. Cette prime ne sera donc pas reportable. Alors, nous avons choisi de vous présenter un dernier exemple d'une prime versée, une prime de fin d'année ou 13e mois, versée soit le 31 décembre 2023 ou le 5 janvier 2023 en fonction du traitement des salaires dans votre établissement. C'est une question que vous nous posez très souvent. Donc là, nous sommes sur un dernier jour de travail au 11 janvier 2024. Donc le salaire de référence sera de décembre 2023. La période d'étude des primes et des rappels de salaire est celle des 13 mois avant le dernier jour de travail, donc dans notre cas, du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Une première prime déclarée, versée le 5 janvier 2023, avec une périodicité annuelle allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 5 janvier 2023 étant en dehors de la période de référence, la période de report débutera donc le jour du mois civil suivant la date de versement, soit dans notre exemple, le 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, puisque c'est une prime annuelle. La question est toujours la même. Mon salaire de référence de janvier 2024, mon salaire de référence de décembre 2024, pardon, fait-il partie de cette période de report? Oui, le mois de décembre 2023 fait bien partie de la période de report allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Cette prime est donc reportable. Une deuxième prime déclarée versée le 31 décembre 2023 avec une périodicité annuelle allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le 31 décembre 2023 étant dans la période de référence, la période de report débutera donc le premier jour du mois de versement, soit dans notre exemple du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. La question est toujours la même. Mon salaire de référence de janvier 2024 fait-il partie de cette période de report? Pas de janvier 2024, excusez-moi, de décembre 2023. Fait-il partie de cette période de report? Oui, le mois de décembre 2023 fait bien partie de la période de report allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Cette prime est donc reportable. Nous avons fait un focus sur les cas particuliers des heures supplémentaires et modulation du temps de travail. Donc, les heures supplémentaires à indiquer dans le salaire de base sont les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, si on reprend un petit peu notre exemple d'un accident du travail en juin, avec donc une période de référence en mai 2024, le salarié a effectué 60 heures supplémentaires sur les mois de mars, avril et mai 2024, versées sur le salaire de mai 2024. Vous devez nous indiquer que le montant des heures supplémentaires effectuées sur le mois de mai. Donc, dans notre exemple, 20 heures supplémentaires ont été effectuées sur le mois de mai, que vous devrez donc inclure dans le salaire de base de mai 2024, donc dans l'encadré A de l'attestation de salaire. Les 40 heures restantes sont à exclure puisque ce sont des heures supplémentaires des mois de mars et avril, donc doivent être exclues du salaire de base. On a aussi la modulation du temps de travail, qui sont des dispositions spécifiques inscrites au contrat de travail ou à la convention d'entreprise. Un exemple d'un accident de travail en janvier 2024 avec le mois de référence de décembre 2023. Si au total, 150 heures ont été effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023 et versées en décembre 2023, seulement là et exclusivement là, dans le cadre de la modulation d'heures, le montant total des heures versées en décembre 2023, c'est-à-dire 150 heures dans notre exemple à inclure dans le salaire de base, cadre A de l'attestation de salaire. Mais c'est vraiment que dans le cadre de la modulation d'heures inscrite dans le contrat de travail ou la convention collective. Ce sont vraiment des cas particuliers. Alors, un essentiel de ce qu'il faut retenir, bien renseigner la date du dernier jour travaillé qui est importante pour le début de l'indemnisation. Dans le salaire de base, c'est-à-dire de cadre A, il faut indiquer uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois de référence sont à intégrer dans la partie prime et rappel de salaire en dehors de la période de référence, donc dans le cadre B. Toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles d'être prises en compte par l'assurance maladie. Nous l'avons vu tout à l'heure, certaines sont prises en compte et d'autres pas. Et enfin, si vous avez un doute, indiquez dans le cadre B toutes les primes versées dans les 13 mois précédant l'arrêt de travail en accident de travail ou maladie professionnelle. C'est l'assurance maladie qui étudiera le dossier. Maintenant, abordons la perte de salaire déclarée qui est à indiquer dans le cadre C de l'attestation de salaire en cas d'absence autorisée. Dans la partie 3 sur 3,
du salaire de référence. Si votre salarié a eu une absence autorisée durant le mois de référence, vous devez indiquer la perte de salaire correspondante. Pour cela, vous devez indiquer le motif de cette absence, ici, et puis autoriser en sélectionnant dans la liste prédéfinie, puis la période de cette absence. Ensuite, vous devez saisir le montant de la perte de salaire brut soumis à cotisation et la part salariale à déduire de 21%. Nous passons maintenant à la reconstitution de l'attestation de salaire une fois que vous avez saisi tous les éléments que nous avons vus. Voilà comment les éléments se retranscrivent en caisse primaire. Si vous transmettez l'attestation par net entreprise, vous pouvez voir l'attestation reconstituée. Par contre, si vous émettez un flux signalement DSN, certains logiciels ne permettent pas la reconstitution de votre envoi. Dans le cadre A, le salaire de base et accessoires de salaire de référence. Dans le cadre B, les primes et rappels de salaire indiqués avec une périodicité différente du salaire de base. Et enfin, dans la partie C, la perte de salaire dans la période de référence ainsi que le montant concerné. Dernière partie de notre présentation, l'ADSN. Alors, si vous suivez régulièrement nos webinaires, vous savez que l'ADSN, c'est simple, rapide et fiable. Un signalement en DSN génère deux attestations de salaire dans le cadre d'un accident de travail, une au titre de la maladie et une au titre de l'accident de travail. L'envoi de l'attestation de salaire en maladie va nous permettre de réaliser un paiement provisoire si les droits sont suffisants au titre de la maladie et que nous régulariserons si l'accident du travail est reconnu avec l'attestation de salaire que vous avez transmise en accident de travail. Le signalement en DSN, c'est plus simple. Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer et pas de perte de salaire à saisir. Le système prend tous ces éléments dans votre DSN mensuel. Pour vous accompagner au niveau du paramétrage DSN, nous vous transmettons cette petite grille qui vous permet de vérifier si toutes les primes, en fonction de leur période de référence, sont indiquées dans le bon bloc DSN et donc bien paramétrées dans le logiciel de paie. Les primes constituent une gratification supplémentaire au salaire de référence. Elles sont donc, dans le cas général, à valoriser dans le bloc 52, en adéquation avec le code afférent au type de prime exprimée. Attention, la bonne ventilation de ces primes en DSN est importante car leur traitement par les organismes, par exemple l'assurance maladie et France Travail, fait l'objet de règles de gestion opérationnelle différentes selon le type d'usage. Nous avons dans cette image donné un exemple pour les primes. Dans le cas numéro 1, une prime versée mensuellement permettant de compenser une contrainte liée à l'emploi. Exemple, une prime d'habillage, d'outillage, etc. Ça doit être indiqué dans le bloc 51, rémunération. Ces primes sont donc inclus dans le salaire de base et apparaîtront dans le cadre A de l'attestation de salaire. Dans les cas numéro 2 et 3, une prime liée à l'activité avec une période de rattachement spécifique, 13e mois par exemple, ou une prime exceptionnelle liée à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil, ne doivent pas être enregistrées dans le bloc 51 rémunération, salaire brut soumis à cotisation, mais dans le bloc 52, prime, gratification et indemnité. Ces montants apparaîtront donc dans la partie B de l'attestation de salaire. Alors, un rappel sur le calcul de l'indemnité journalière en accident de travail. Le montant des indemnités journalières évolue dans le temps, dans le cadre d'un accident de travail ou maladie professionnelle. Pendant les 28 premiers jours d'indemnisation suivant l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. À partir du 29e jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière est majorée et portée à 79% du salaire journalier de base. Pour rappel, taux forfaitaire des cotisations à 21%. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Concernant la subrogation,
Consultez votre convention collective, accord d'entreprise pour connaître les conditions de subrogation pendant l'arrêt de travail en accident de travail ou maladie professionnelle. Et un rappel supplémentaire, les dates de subrogation sont à saisir selon les dates maximales de votre convention, ne pas se limiter aux dates de l'arrêt de travail. Et en cas d'attestation rectificative ou annulée en remplace, reportez la date de début initial de subrogation, portée sur l'attestation de salaire initial, sinon cela pourrait générer des indus à tort. Et enfin, un SIRET est égal à un RIB, transmettre les mêmes coordonnées pour l'ensemble des indemnités journalières, maladie, maternité, accident de travail, paternité et accueil de l'enfant. Nous vous rappelons l'ensemble des canaux d'information à votre disposition, le numéro de téléphone pour joindre Net Entreprise au 0800 6 800 700, ainsi que leur guide de formation. Sachez également que pour vous aider et vous guider dans vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site de l'assurance maladie, qui est amélie.fr dans l'espace entreprise, et le 3679, qui est le numéro de téléphone unique de l'assurance maladie dédié aux employeurs pour le suivi de vos dossiers. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous vous remercions d'y avoir participé et nous vous souhaitons une bonne journée.